tout le monde et bienvenue dans notre conférence intitulée Security by Design, The Future of ISO 27001. Donc voilà, aujourd'hui on va voir les nouveautés concernant la ISO 27001. On va voir ce que c'est le Security by Design et bien évidemment les extensions, voilà, les obligations, etc., locaux et internationaux en matière de la sécurité et en matière de ISO 27001, c'est toujours une option ou pas. Donc voilà, je suis Abdelmalek Najih, donc je suis IT Security Compliance Officer. IQ, donc au niveau du groupe. Donc voilà, et je passe la parole à Judicaël. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Oui, bonjour, donc je suis Michael Blanc. J'ai passé pas loin de 20 ans au ministère des Armées français, donc j'ai une bonne relation avec l'étatique et je suis senior lead auditor sur la norme ISO 27001. J'ai créé la société Alpha X Data, une société de conseil sur la protection de l'information et la cybersécurité. Et je remercie PECD et je vous remercie à tous d'être présents pour cet entretien, ce webinaire. Merci beaucoup. Michel, s'il te plaît. Oui, bonjour, Michel Copité. Donc, moi, j'ai travaillé par le passé dans de grands cabinets de conseil et d'audit. Et en début 2000, j'ai créé ma propre structure, Egona Consulting, dans laquelle j'anime des formations. Je suis accréditée PECB depuis déjà pas mal d'années, entre autres. Et puis, je fais également de l'audit et du conseil autour de la gestion de la sécurité et également autour de la gestion qualité des services informatiques et je suis également accréditée CDPO CNIL. Donc, je travaille également sur ces aspects de mise en conformité RGPD. Merci beaucoup. Peter. Bonjour Madame Alnak et tout le monde. En fait, je suis Peter Kelen, donc je travaille pour CyberMinute, partenaire en Belgique. Je m'occupe principalement pour information security, protection des données en privacy, GDPR, RGPD et cybersecurity à ce niveau-là. Donc, comme tous nos collègues là, je suis aussi entraîneur pour PCB, aussi auditeur accrédité pour ISO 27001, aussi pour le nouveau 27701 et les autres standards. Donc, je m'occupe de tout ça. Merci. Merci à toi. Donc, on va commencer par Peter pour nous dire en plus sur les nouveautés, qu'est-ce qu'il y a de nouveau au niveau de 27001, 27002. Donc, ouais, c'était un très bon moment en fait pour organiser en fait ce conférence à distance à ce niveau-là parce que je ne sais pas que vous avez vu, mais en fait le ISO 27001 en fait c'est le 27002 qui est en train d'être révisé à ce niveau-là. Donc, juste quelques mois, quelques semaines passées, en fait, la termine, en fait, pour introduire les visites, enfin, introduire l'échange d'ISO 272 ont terminé. Donc, on est en train de réviser tout et puis publier le nouveau 272. Et ça devient assez intéressant à ce niveau-là parce que il n'y a pas beaucoup de choses qui vont changer, mais la structure va certainement changer. Et les points assez importants, ce sont en fait les points primaires de cybersécurité, en fait aussi, et de data protection, clairement. On avait déjà, depuis 2019, déjà le 27701 PIMS, donc Privacy Management System. Mais on a adapté le 272 à ce niveau-là aussi. Donc, il y a certainement des points qui ont été ajoutés, comme par exemple le change management, mais aussi le threat intelligence. Donc, on a visé en fait un petit peu le cloud security, internet security. Le plus grand changement qu'on va voir, c'est en fait, on va réorganiser tous les points. Donc, le contenu va pas trop changer, mais en fait, le point va être le PPT, donc People, Process and Technology, donc des gens, le processus et en fait, la technologie. Et on a vu que en fait, dans la nouvelle proposition d'ISO 272, on va s'adapter plutôt vers le NIST à ce niveau-là. Donc, l'approche de cycle cyber est vraiment là à ce niveau-là. Donc, et je pense que c'est très intéressant. Donc, j'espère à ce niveau-là que ça va aligner l'ISO 271 avec les autres frameworks plus proches et en fait faire l'ISO 271 plus agréable à implémenter à ce niveau-là, je pense. Oui, et tu crois pas qu'il y aurait un souci parce qu'en fait, on a le 27001 qui contient l'annexe A et là, on est en train de mettre à jour le 27002
qui est entre guillemets la 27 000 annexe A, évidemment. Donc, est-ce que ça ne va pas créer des soucis pour les auditeurs? Donc, je sais que niveau implémentation, ça ne va pas changer beaucoup, mais pour un auditeur, est-ce que ça va changer pour la certification? La réponse, en fait, pour celui-là, c'est presque standard ISO. Donc, il y a certainement une approche pour faire adapter l'audit aussi. Vu le contenu va pas trop changer, je pense certainement au audit, pas trop de soucis. La question est plutôt pour en fait les entreprises qui ont implémenté le 27.1 pour le moment et certifié pour le 27.1 pour le moment. Typiquement, si un standard change assez significant à ce niveau-là, il y a un terme de 3 années, donc disons que l'expiration de standard qui va être utilisé en fait pour adapter le standard, et puis donc on peut attendre le nouveau cycle en fait pour adapter le nouveau standard. Mais comme j'ai expliqué, le change de 25.2 n'est pas tel qu'en fait il n'y a pas beaucoup de nouveaux points dedans. Ils sont réorganisés. Donc j'ai demandé aux organisations ISO, aux responsables de projet, qu'est-ce qu'on va faire, et on n'a pas une réponse claire pour le moment. Donc il y a plusieurs routes possibles pour le moment. Le plus grave sera que en fait on a une nouvelle version 27.1, on va la terminer, on va l'expirer et tout le monde doit s'adapter au nouveau standard. Mais n'oublie pas qu'en fait l'annexe de 27.1 c'est une copie de 25.2. Donc à ce niveau-là, l'approche globale ne change pas, sauf qu'il y a des sujets à adapter, et soyez clairs à ce niveau-là. Presque 90%, donc 90% à ce niveau-là reste le même. Donc je pense à ce niveau-là, au niveau de l'implémentation impact, le souci sera minimal. D'accord, je ne sais pas qu'est-ce que vous en pensez, Judy-Kaël, Michel. Michel? Oui, juste ma petite remarque, je voulais savoir ta position là-dessus, Peter, parce que effectivement, on a quand même une 27001 qui date de 2013. Depuis 2013, il se passe énormément de choses avec la digitalisation des entreprises, les objets connectés, la 4e révolution industrielle. Et si donc on a toujours cette annexe A avec peu de modifications d'après ce que tu sembles dire et ce qui est annoncé effectivement dans la 27002, est-ce qu'on n'a pas toujours un petit peu ce risque de décalage de la 27001 avec cette dynamique qui doit être de plus en plus rapide pour la mise en place de la sécurité dans des développements de plus en plus rapides et évolutifs, avec un petit peu cette annexe A qui donne un peu l'impression d'être un peu réactif par rapport à une situation déjà mise en place, etc. Donc, est-ce que juste quelques modifications de la 27002 donneraient tendance à croire que la 27001 ne va pas beaucoup bouger? Est-ce qu'on n'est pas quand même un petit peu en décalage avec un petit peu la tendance actuelle? À ce niveau-là, il y a une grosse différence entre, par exemple, le ISO 9000, qui est la mère, ou en fait le standard primaire, en fait, sur qui le ISO 271 est basé. À ce niveau-là, il y a une demande ou un prérequis assez important pour le 27.1, c'est en fait, si on implémente un système de gestion pour l'information security, en fait, ça doit être effectif. Donc, à ce niveau-là, le 27.1, à mon avis, est une framework assez globale, mais on peut en fait implémenter tout ce qui est nécessaire en fait pour le faire accréditer ou certifier à ce niveau-là. Au niveau d'implémentation, si on fait le choix, par exemple, avec le syscontrols ou le NIST, hein, en fait, le framework américain à ce niveau-là, ou on fait le choix, par exemple, Isaac à COBIT, on peut le faire à ce niveau-là. Donc, si on veut avoir une guide plus pratique, on doit en tout cas choisir une autre framework supplémentaire ou on choisir des implémentations pratiques à ce niveau-là. Donc, c'est clair que le ISO 271 ne dit pas comment le faire. On a une checklist de 114 pour le moment, des mesures. Ça va devenir, je pense, 95 dans le futur.
Mais les approches restent les mêmes. Donc à ce niveau-là, c'est une approche générale qui reste quand même valable pour le futur. Donc je pense déjà avec les sujets primaires, maintenant ce qui vont être ajoutés, ça reste valable. Est-ce que c'est très précis? Non, pas vraiment, mais ça donne beaucoup de flexibilité, je pense. Je pense qu'on serait d'accord pour dire que la 27002, ça reste quand même une annexe pour la 27001, et pour la 27001, ça reste beaucoup plus global et général, avec la 27002 en appui derrière pour compléter le SMSI. Et n'oublie pas, en fait, certainement, si on parle du futur, le cloud, cybersecurity à ce niveau-là, le 25.2, 25.1 ne parle pas en fait de ce sujet-là. On doit en tout cas regarder vers des autres standards supplémentaires, disons que le 27.32, 27.17, 18, à ce niveau-là, et on a toujours le choix en fait de sélectionner certaines mesures en fait de ces standards supplémentairement. En fait, c'est exactement aussi le même pour le ISO 27701, donc le ISO GDPR ou privacy à ce niveau-là. On peut faire le choix. Le seul différence à ce niveau-là, c'est le 701 aussi certifiable, qui n'est pas le cas en fait pour les autres standards à utiliser. Mais bon, à mon avis, ça ne change pas beaucoup au niveau d'implémentation. Merci beaucoup. Donc, je m'adresse maintenant à Jutukael. Donc, qu'en est-il de la Security by Design ou sécurité dès la conception? Alors, tout simplement, on est souvent confronté au cas de réponse à incident. Alors, on réagit face à un incident plutôt que d'anticiper. Par exemple, il y a 10 ans, la conformité, ce n'était pas vraiment assimilé à la sécurité cyber. Voilà, parce qu'elle ne définit pas des éléments techniques à mettre en place. Et pourtant, il ne faut pas la négliger, au contraire. Parce qu'en fait, la norme ISO 27001, elle permet d'anticiper les menaces. Et selon moi, elle permet d'assurer une mise en norme en matière de standards de sécurité. On peut rajouter à ça tout ce qui est 27005, analyse de risque. Et c'est non seulement, à mon sens, un prérequis aujourd'hui, mais c'est clairement le strict minimum à appliquer parce que voilà, c'est fondamental d'avoir un niveau de sécurité. Donc déjà, l'établir à la conception, de définir le niveau de sécurité à la conception, c'est quelque chose de demain, en tout cas, même à l'heure actuelle, déjà obligatoire. J'explique. C'est une norme fondamentale. La 27001 reste et doit rester une norme efficace en gestion de processus. Donc, c'est-à-dire qu'on ne va pas détailler clairement les éléments à mettre en place, les éléments techniques, mais la partie absolue de cette norme permet de gérer et d'anticiper voilà, beaucoup de menaces. Et si je devais répondre à la question est-ce que c'est un choix ou est-ce que ça devient une obligation, pour moi, ça va être vraiment une nécessité absolue parce que en plus d'avoir un niveau de sécurité conséquent, ça va permettre de pérenniser pour les sociétés des contrats, des marchés. Ça va rassurer les clients, ça va permettre de rester compétitif parce que vous avez mis en place un système de management de la sécurité de l'information qui va vous permettre de gérer vos informations et surtout d'anticiper les menaces. D'accord. Est-ce que donc c'est juste la nécessité d'une entreprise de mettre en place la security by design, ou bien il y a des requirements, c'est-à-dire des exigences contractuelles peut-être ou autoritaires? Alors après, il faut toujours rester en conformité aussi avec la loi. Tout ce qui est, par exemple, la protection des enregistrements, les éléments requis avec la loi, et puis tout ce qui est business, etc. Sur, si je ne me trompe pas, la 22301 qui me reprend, si je me trompe, Aldemel. Voilà. Ça va être des nécessités, effectivement, en plus législatives. Je pense qu'on va en parler un peu après, mais bien évidemment, le fait d'être déjà en norme et au respect de la loi, parce que ça va être imposé, ça l'est déjà, va tout simplement vous permettre de pouvoir garantir une sécurité de l'information et d'anticiper les menaces.
D'accord, je sais pas qu'est-ce que vous en pensez. Michel, Peter, des commentaires, des questions. Ouais, je sais pas, Peter, non? Ouais. Oh, vas-y, Michel. Donc, moi, je pense quand même, je voulais en parler aussi après dans ma partie. Effectivement, toujours pareil, l'ISO 27001, on parle beaucoup de cette fameuse annexe A. D'ailleurs, bon, personnellement, j'ai toujours trouvé, depuis sa première version, on en a discuté, hein, que cette annexe A est beaucoup trop mise en avant dans cette norme par rapport au cœur, hein, c'est-à-dire les articles 4 à 10, qui sont la fabrication du SMS, et en particulier, pour moi, le cœur de l'ISO 27001, c'est quand même la gestion de risque. Voilà. Donc, pour moi, s'il n'y a pas de gestion de risque, il n'y a pas de sécurité, hein, et l'annexe A, si on essaye au forceps de mettre toute l'annexe A sans connaître les risques, pour moi, c'est un faux débat. Bon. Donc, pour moi, le cœur, c'est la gestion de risque. Qui dit gestion de risque, ça veut dire processus correct à mettre en œuvre, et ça veut dire gestion du risque dans tout un flot continu du début jusqu'à la mise en œuvre des services, des infrastructures, des moyens. Donc, c'est vrai que cette annexe est importante, mais moi, de mon point de vue, c'est la gestion de risque, et c'est la gestion de risque justement dans toutes les étapes. Et pour moi, l'avenir, effectivement, enfin, j'en parlais un petit peu après, est-ce que c'est pas plutôt de mettre beaucoup plus l'accent dans la 25001 sur justement ces processus fondamentaux et de gestion de risque et de processus de développement et de déploiement, en fin de compte, hein, de tout ce qui est autour des systèmes d'information. Tout à fait, c'est ce que je Parce mettais que en avant, je pense, à la 27005, on avait déjà voilà. parlé, la 27005. Puis après, il y a aussi même la 31000, hein, puisque sur le risque aussi. Et il y a De beaucoup toute façon, c'est la base, hein. La il y a 31. Oui, oui, Ouais, c'est exactement ça. Pour revenir sur les questions précédentes, à ce niveau-là, est-ce que la change d'ISO 22 va prendre beaucoup de choses? Non, pas vraiment. Je pense Michel a un vraiment bon point à ce niveau-là. Le processus est important, mais en plus, l'efficacité et deuxièmement, la responsabilité. Et je pense à ce niveau-là, le mot responsabilité en français n'est pas tout à fait correct parce qu'en fait, en anglais, c'est accountability. Donc, disons que responsabilité personnelle en fait de l'équipe de gestion ou l'équipe principale de l'entreprise. Et c'est exactement ce que je voudrais dire à ce niveau-là. Ce n'importe ce qu'on met dans l'ISO 272, donc ça doit être relevant naturellement. Mais en fait, c'est une approche générale qui pointe vraiment aux responsabilités de l'implémenter et en fait les résultats. Et c'est exactement une grosse différence entre l'ISO 271 et le 9000. À ce niveau-là, il y a une liste presque technique avec certaines mesures à implémenter. Comment est-ce qu'on l'implémente? N'importe à ce niveau-là, s'ils sont vraiment efficaces. Et comment ça dépend à chaque fois, et je le vois fréquemment aussi pour les entreprises. Chaque entreprise doit définir pour soi quel est le point de but ou le cible à implémenter à ce niveau-là. Et j'aime bien l'approche ISO 27 à ce niveau-là parce que ça donne beaucoup de flexibilité. Le point final, certainement dans un audit, est-ce que c'est efficace? Oui ou non? Et c'est très intéressant aussi comme auditeur. On peut facilement évaluer un système si on voit que les résultats sont là. Bon, il y a beaucoup de cas où ça prend un petit peu de temps, hein, disons que 3 années pour être mature, mais si on voit la route est bien, en fait, les résultats vont être là dans le futur, on peut confirmer que ça marche. Et c'est aussi un point important, je pense, pour ajouter au point de Michel aussi, maturité. Disons que c'est impossible pour presque 100% des entreprises d'implémenter un ISMS qui est mature au début. Ça prend beaucoup de temps et j'aime bien exactement le cycle que Michel parlait aussi. Le PDCA, Plan de Check Act, donc continuellement implémenter en fait des améliorations dans les systèmes. Et c'est exactement le point, je pense, très fort du ISO à ce niveau-là.
Mais je pense quand même, en fait, je retiens ton point, Peter. Donc, dans les entreprises, je pense que le CISO a toujours le même challenge, c'est de convaincre en fait l'entreprise de l'ROI en matière de sécurité, parce qu'en fait, la gestion des risques ou bien les risques qu'on a épargnés, donc c'est pas vraiment calculable pour montrer au top management. Donc, je pense que ça demeure toujours un challenge pour un CISO. Je sais pas qu'est-ce que vous en pensez. Tout à fait, tout à fait. Si on ne peut pas chiffrer, il ne faut pas se leurrer. Ça a un coût, je comprends tout à fait. Après, effectivement, euh, quel est le coût de la sécurité? Je pense qu'on est un peu plus d'accord là, sur ce sujet-là. Sur Ouais. le principe déjà de mettre de la sécurité, effectivement, ça a un coût. Mais combien ça va coûter de devoir réagir et répondre à un incident? Alors que s'il avait été anticipé, euh, certes, c'est un investissement. Tant que c'est pas arrivé, bah, tant mieux. Mais le jour où ça arrive, on est quand même content. Oui, mais si l'incident n'arrive jamais, donc on ne peut pas convaincre le top management qu'on a épargné telle ou telle somme d'argent. Donc, vous voyez? C'est comme l'analyse de risque. C'est Oui. l'analyse de risque. Quel risque, L'analyse de risque, c'est un bien sûr. prérequis. C'est même fondamental de faire une analyse de risque aujourd'hui. Oui, exactement ça. Ouais, je pense le point assez important de faire les risques, mais aussi les risques, d'évaluation des risques n'est pas toujours en fait évalué avec des incidents et événements dans l'entreprise même. C'est aussi d'avoir une vue globale en fait dans le marché, enfin des autres secteurs à ce niveau-là. Et je pense le point fort, comme indiqué par Michel, c'est exactement la gestion des risques. Si vous avez bien géré en fait le risque à ce niveau-là, on pointe exactement à ce type d'incidents avec des concurrents, des collègues en fait à ce niveau-là dans le secteur. Et je pense c'est exactement dans le futur qui va être plus en plus difficile en fait de bien gérer les incidents ou de bien comprendre les incidents au niveau marché cyber et cloud. Donc ça va être très très dur et très fort en fait de bien gérer tout ça. Il ne faut pas faire le plein d'essence quand tu es tombé en panne de carburant. C'est avant qu'il faut le faire. Ouais, ouais. D'accord. Et du coup, donc, Judical, est-ce que tu penses que la ISO 27001 serait indispensable pour les entreprises? Est-ce que c'est juste une nécessité? Est-ce que c'est juste un besoin, un luxe? Pour moi, honnêtement, ça va être le point fondamental là maintenant tout de suite. Il va falloir déjà établir le périmètre, établir un SNSI, établir une analyse de risque, de façon à pouvoir pérenniser, comme je disais, la sécurité de l'information, parce que tout simplement, il n'y a pas de risque zéro, on le sait tous, il n'y a pas de risque zéro. Mais lorsque vous êtes bien préparé, vous avez déjà un impact moins important. Mhm. Et donc, forcément, là, avec tout ce qu'il y a en cyberattaque à l'heure actuelle, avec de la fuite de données, le ransomware, etc., beaucoup de monde, malheureusement, choisissent un peu l'option de mettre le problème sous le tapis et ne comprennent pas, par exemple, qu'avant de se faire cryptoloquer leur SI, il y a eu une exfiltration de données. Donc, voilà, et on ne pourra pas l'empêcher, dans le sens, pas à 100%. Maintenant, si la problématique est prise en compte en amont, donc dès la conception, dès le début, vous allez pouvoir limiter la classe déjà. Et effectivement, on peut dire que c'est un luxe ou non. Maintenant, aujourd'hui, c'est un prérequis, c'est une nécessité absolue. Et la 27001, je pense, même si elle a encore de l'évolution, enfin, elle mérite d'évoluer, etc., ça va être fondamental. Absolument. D'accord, merci beaucoup. Et du coup, Michel, de point de vue protection des données personnelles, donc comment tu vois la ISO 27001? Comment tu vois le rapprochement? Oui, alors déjà, donc j'adhère complètement avec le point de vue de Judicaël, hein. Je pense que pour moi, l'ISO 27001, ça doit être donc la gestion de risque et la prise en compte de la sécurité très 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 en amont de la conception. Alors, on parle beaucoup, effectivement, la norme, c'est du quoi, hein. Bon, c'est quand même intéressant de voir le comment on peut y arriver. On parlait un petit peu de méthode tout à l'heure justement avec Peter. Alors, je vais faire quand même un tout petit historique, hein, parce qu'on dit l'ISO 27001, l'avenir, c'est la sécurité dès la conception. Tout à fait d'accord, mais il faut voir que c'est quand même des choses qui existent depuis très longtemps. Déjà, vous avez ITIL, hein, depuis ITIL V3 2007. Si on a bien compris ITIL, qu'est-ce que dit ITIL? Eh bien, que dès la conception, il faut pouvoir travailler
à des services, applications, donc, qui sont en adéquation avec la garantie, c'est-à-dire avec des niveaux de service. Et dans ces niveaux de service, il y a naturellement la sécurité, la disponibilité qui sont grandement mis en avant. Ce qui veut dire que dans ITIL, on dit bien que très en amont dans les projets, on doit avoir des équipes pluridisciplinaires, des équipes projets avec des équipes métiers, avec des exploitants qui vont travailler à définir ces niveaux de sécurité, de disponibilité, travailler très en amont sur des architectures compatibles avec l'exploitation et qui vont permettre de supporter ces niveaux, et que ça va permettre justement tout au long du développement de faire une gestion de risque aussi par rapport au niveau de test qui vont permettre de vérifier cela et de pouvoir déployer avec déjà une exploitation qui est préparée à cette nouvelle infrastructure avec les éléments de sécurité qui sont nécessaires. On vous dit même dans ITIL que si le plan de secours informatique n'est pas mis à jour par rapport à un nouveau service application qui est développé, vous n'avez pas le droit de déployer. Donc c'est vraiment une notion qui existe déjà depuis 2007, au travers d'ITIL, qui est quand même un bon comment aussi pour améliorer globalement ses services informatiques. Deuxièmement, alors beaucoup plus moderne, mais qui a repris quand même ces fondamentaux-là, vous avez DevSecOps. Qu'est-ce que c'est que DevSecOps? C'est la prise en compte aussi de la sécurité. C'est une réflexion de la sécurité, justement, dès le départ, avec une automatisation de passerelles de sécurité qui vont vous permettre justement de ralentir le workflow DevOps avec des environnements de sécurité qui sont pris a posteriori. Dans DevSecOps, on vous demande à des développeurs de prendre en compte, même de coder la sécurité, ce qui va permettre, oui, à beaucoup plus adapté aux microservices, au clouding, etc. Donc là, on voit bien aussi qu'on a un travail collaboratif tout au long des développements continus et des déploiements continus, avec des politiques de sécurité et de risque qui vont être prises en compte dans les contrôles automatisés de tests, etc. Donc là, on voit bien cette notion où il faut vraiment travailler en amont à préparer tout cela. Et enfin, oui, alors le RGPD qui reprend textuellement dans son article, dans son chapitre 4, article 25, j'ai bien noté l'article, donc responsabilité du traitement et du sous-traitant, qui vous écrit formellement qu'il faut faire une conception de la privacy by design, donc d'une prise en compte de la vie privée, des données sensibles sur la vie privée dès la conception, pour pouvoir mettre en œuvre certains droits fondamentaux des personnes concernées, comme la minimisation des données, etc., au travers de technologies, par exemple, et d'outils, pseudonymisation, etc. Et ça, c'est écrit formellement et c'est repris complètement, justement dans l'ISO 27701, qui est un ajout à la 27001 aujourd'hui. Et dans la 27701, dans ces ajouts, on a ajouté certains contrôles de la fameuse annexe A, où là, on écrit vraiment, noir sur blanc, qu'il faut prévoir la confidentialité des données personnelles, la prendre en compte, toute cette protection des données personnelles, dès la conception. Donc, on voit bien que c'est ISO 27701, c'est donc apparu en 2019. DevSecOps, ce sont des notions beaucoup plus récentes. On voit bien que dans tout cela, on met l'accent sur cette gestion, encore une fois, dès la conception, pendant toutes les phases de développement des infrastructures et des services informatiques, de la sécurité, et que c'est essentiel, quoi. Donc, effectivement, on attend peut-être que la 27001 insiste un peu plus dans le cœur de ses articles sur ces aspects-là. Oui, j'aimerais juste rajouter aussi le principe du SecDevOps, qui est la sécurité du code avant même de commencer voilà, Exactement. la sécurité des opérations, oui. Donc voilà, je ne sais pas qu'est-ce que vous en pensez, Judicaël. Alors, ouais, moi, ce que je retiens, c'est que si je ne me trompe pas, la 27001, c'était en 2005. Donc 2007, ITIL V3 disait déjà, mettez en place un SMSI.
Voilà. Ne disez Non. pas mettez en place un SMSI. ITIL V3 vous dit, dès la conception, très en amont dans les projets, dès les spécifications, la sécurité est à prendre en compte. Donc voilà. Hein. C'est similaire. C'est similaire. Je fais une pointe d'humour, mais clairement, sur, voilà, même si bah, effectivement, on pourrait croire que c'est relativement récent, ça commence à dater, que ce soit pour la 27001 en 2005, l'ITIL V3 en 2007, bon, en 2021 aujourd'hui, c'est presque, je dirais, cet ensemble organisationnel qui devrait faire partie des us et coutumes aujourd'hui. Et c'est là la problématique. Et l'évolution, pour moi, bah, comme on en parlait l'autre fois, de la 27002, etc., qui est vraiment un corps central dans la 27001, bah, je souhaite que sur la partie 27001, ça monte vraiment l'impact de la protection des informations, enfin, de la conception. Peter? Je pense pas dans l'évaluation en fait des articles qu'on va indiquer en fait le principe plus fort sécurité à la conception au security by design parce que en fait exactement comme Michel mentionnait en fait les clauses primaires en fait de ISO en fait montrent exactement on doit premièrement planifier donc forcément en fait mettre la sécurité en fait primaire dans toutes les activités de gestion. Ce qui va changer à ce niveau-là, et je ne sais pas que vous avez vu, mais en fait, par exemple, maintenant, il y a un nouveau article Secure Coding. Donc, le dessin, en fait, le développement de code, en fait, est plus explicite à ce niveau-là. Donc, je pense certainement au niveau technique, on va adapter certainement dans le futur le annexe ou en fait l'ISO pour être au courant des nouveaux techniques. Le principe, l'approche générale va pas être mis dans les annexes à ce niveau. Et je pense exactement c'est le plus fort d'ISO 271 à ce niveau-là. On ne doit pas changer l'ISO pour le mettre au courant à ce niveau-là. Donc j'espère que c'est exactement la réponse, ce qu'on peut maintenir l'ISO et on ne doit pas changer tout le certificat exactement pour cette raison-là. De l'autre côté, je pense pour le moment, beaucoup de gens pensent encore que l'ISO 271, c'est une compliance checklist à ce niveau-là et je supporte exactement le feedback de Michel à ce niveau-là. Au niveau d'approche, on doit forcément mettre le conception, en fait, le dessin de sécurité de plus en plus à ce niveau-là. Et je pense, si on voit le ISO 271 comme un guide d'implémentation, en place de le comprendre comme une checklist, l'approche va être tout à fait différente. Et à ce niveau-là, on peut utiliser toutes les phrases, toutes les mesures de ISO 271 pour sécuriser chaque environnement en plus à ce niveau. C'est n'importe quel type d'opération, c'est n'importe quel type d'entreprise à ce niveau-là. Je vois de plus en plus des organisations qui n'ont plus de data center, qui n'ont plus d'infrastructure technique. Et, naturellement, ils vont utiliser de plus en plus le cloud. Mais en fait, l'approche reste exactement la même. Un data center en cloud, des machines virtuelles, c'est exactement le même. La protection des réseaux, c'est exactement le même. Et même plus pire, ça devient de plus en plus difficile et compliqué pour le bien gérer à ce niveau-là. Donc, en plus, je pense il y a que le RGPD à ce niveau-là, mais n'oublie pas, il y a aussi le NIS santé. Donc, le NIS, en fait, c'est une directive européenne qui dirige en fait toutes les entreprises vers une sécurisation de leur infrastructure plus fort. Et en plus, on a aussi le Cyber Act qui va demander en fait d'avoir les produits certifiés, accrédités des personnes et aussi les services sécurisés à ce niveau-là. Comme par exemple, et je pense, Judical est expert à ce niveau-là, si on veut offrir des services ou des produits au gouvernement français, par exemple, on a demandé en fait de faire preuve en fait que le produit est sûr, exactement comme par exemple pour les Allemands ou pour les Anglais, si on veut offrir certains services
au gouvernement, on doit faire au minimum une preuve minimale en fait de certains niveaux de sécurité à ce niveau-là. Et je pense que c'est une bonne méthode en fait pour au niveau européen, et certainement si on utilise l'ISO 27 pour supporter cette approche-là, c'est très intéressant. Donc je pense que ça exactement va être le futur aussi du norme 27.1 pour supporter toute cette approche-là. C'est vrai qu'au niveau étatique français, au niveau de l'État, ils ont déjà leurs normes en interne, on va dire, les instructions générales interministérielles, par exemple, ou les instructions ministérielles, voilà. Mais effectivement, il y a beaucoup de points communs sur la 27001, ou comment dire, la 27001 pourrait être complémentaire à ces documents-là. En parallèle, comme le soulignait tout à l'heure Abdelmalek, c'est vrai que sur une entité privée qui veut mettre en place une certification ISO 27001, il va déjà voir le chiffrage, le coût, combien ça va lui coûter, sachant qu'en plus, déjà, c'est une norme qui n'est pas forcément vue autrement qu'un ensemble de contraintes. Je pense que malheureusement, ces éléments-là restent, à dire, annexes par rapport à la finalité de l'obtention, et comme tu l'as souligné tout à l'heure, la finalité de cette certification à une entité qui est certifiée va avoir un avantage par rapport à une autre entité concurrente qui va proposer le même produit ou le même service, mais qui ne va pas l'être parce que tout simplement, elle ne va pas avoir la gestion de ces informations, la prise en compte de la sécurité de l'information dès le départ, l'organisation de ses processus, la gestion de son SMSI, etc. Et c'est vrai que je pense que c'est, comme je le disais déjà tout à l'heure, pour moi, c'est une norme d'avenir, tout simplement pour pouvoir déjà établir un niveau de sécurité et rassurer les clients parce que voilà, vous répondez à des standards internationaux qui ne sont que le début et tout simplement la sécurité a continué d'appliquer. Ouais, alors je suis tout à fait d'accord avec ce que tu viens de dire, Julie-Kaël, mais quand tu dis, il n'y a pas que toi qui le dis, hein, c'est beaucoup de contraintes, d'accord, mais il faut quand même voir l'enjeu, c'est que oui, ISO 27001, sécurisation des systèmes d'information, mais on n'est pas que les systèmes d'information, on parle aux systèmes d'information, hein. C'est quand même la sécurisation des systèmes d'information qui sont aujourd'hui le business d'une entreprise, hein. Justement, hein, avec les objets connectés, etc. Aujourd'hui, les métiers, ils font de l'informatique dans les produits qu'ils fabriquent, hein. Donc, c'est un enjeu, pas seulement, c'est pas des contraintes, hein, c'est l'enjeu de toute organisation, de toute société aujourd'hui qui veut progresser, qui veut être rentable, qui veut, comme tu le dis très bien, hein, apporter de la confiance, qui veut être conforme. Donc, attendez, par les contraintes, oui et non, c'est plutôt pas des contraintes, ce sont des enjeux. C'est des enjeux pour qu'une entreprise perdure. Donc, voilà. Hein. Justement, c'est pas ça le problème. Il ne faut pas qu'ils continuent de voir ça comme des contraintes. Pardon, excuse-moi, j'ai mal entendu là. Je disais, effectivement, il ne faut pas qu'ils continuent de voir ça comme des contraintes. Voilà, absolument, je suis d'accord avec toi, hein, tout à fait. Hein. Donc, il faut dépasser ça. On voit bien, en plus, dans une période un peu de Covid, etc., tout ce qui s'est passé, comme tu le disais très bien, toutes les attaques, cybersécurité qu'il y a eu, qu'il y en aura de plus en plus. Donc, avoir une bonne sécurité avec une organisation de la sécurité bien faite et peut-être encore mieux faite, hein, dans son SMSI, en insistant encore sur ces aspects-là, bah, c'est pas simplement ennuyer les structures informatiques, c'est vraiment montrer que l'informatique répond aux enjeux des métiers. Et donc, on parle de retour sur investissement. Bah, le retour sur investissement, c'est quand même ça, hein, une bonne sécurisation des systèmes d'information. Qu'est-ce que ça va permettre de faire gagner une entreprise comme enjeu stratégique, comme accompagnement de sa stratégique encore peut-être un peu plus challenge. Et ça va être quoi comme non-perte et comme non, j'ai envie de dire, pénalité liée à des... n'oubliez pas un petit peu, par exemple, le RGPD, hein, vous avez vu le montant des pénalités, il n'est pas neutre. Hein. Donc ça, c'est quand même aussi un certain retour sur investissement. Hein. Mais c'est toujours difficile à convaincre en fait les directeurs, enfin les directrices à ce niveau-là de tous ces jeux-là
parce qu'il le voit toujours après. Dès qu'il y a eu un incident, dès qu'il y a eu une chute ou je ne sais pas quoi, en fait, à ce niveau-là, à ce moment-là, on voit en fait l'avantage en fait d'avoir le ISMS. Et deuxièmement, il y a beaucoup d'histoires naturellement aussi sur Internet et tout ça, que l'investissement d'un ISMS en fait se montre seulement après. Et c'est toujours difficile en fait à montrer. Et c'est exactement, je pense, à ce niveau-là, la gestion des risques, de montrer qu'est-ce qui se passe avec des partenaires, avec des collègues, je ne sais pas quoi. Et en fait, les chiffres qui se montrent en réalité, en fait, doit être clair au début et c'est pas toujours facile. On voit l'avantage en fait d'implémenter le SMI toujours après. Et certainement, par exemple, en Belgique, disons 90% et même plus des organismes sont des petites entreprises à ce niveau-là. Donc, l'investissement d'un SMI à ce niveau-là est très, très, très difficile. Et on croit de plus en plus, pour faire référence vers le cloud et cybersecurity, que en fait, la crime à ce niveau-là ne touche pas les petites entreprises. Et on sait toujours après. Donc, c'est un des enjeux à ce niveau-là que je vois pour le moment, et en fait, convaincre en fait la direction de l'entreprise en fait d'investir et faire la preuve après, c'est toujours difficile. Donc, je retiens ton point, Peter. Donc, effectivement, mais est-ce que vous pensez que la 27001 est plus ou moins forcée à être implémentée à travers, par exemple, des circulaires ou des réglementations, des lois applicables dans chaque pays? Par exemple, ici au Luxembourg, on a la 20/750 de la CSSF, donc qui, entre guillemets, nous force à faire un système de management de risque, et plus un système de management de continuité et bien sûr de sécurité. Donc là, tu fais face à peut-être deux systèmes de management, donc la 27001 et la 22301. Donc, est-ce que c'est pareil chez vous, en France, en Belgique? Qu'est-ce que vous en pensez? La réponse belge est assez simple à ce niveau-là. Disons qu'avec la loi Nice, donc la directive Nice a été implémentée en Belgique avec la mention explicite de ISO 271. Donc, Oui. Donc, c'est clair. ouais, c'est clair. Donc, disons qu'on utilise l'ISO 271 ou un système alternatif et comme j'ai expliqué, on peut utiliser le syscontrols ou le NIST pour faire le match entre les deux. Donc ça marche, mais disons que le système minimal à utiliser ou analogue, c'est l'ISO 271. Donc le choix n'est pas là. Donc on doit faire la preuve qu'on utilise en fait les systèmes plus importants, comme mentionné avant. Improver en fait le système continuellement, donc le continuous improvement, et c'est vraiment le but à ce niveau-là à utiliser. Donc je pense que c'est le seul moyen de forcer à utiliser un système analogue comme ça. Michel? Oui, ben moi je pense que en France, bon ben effectivement, il y a bon ben déjà le RGPD, hein. Le RGPD, même s'il l'écrit pas de façon directe, hein, mais pousse quand même vraiment. Et à un moment donné, il indique d'ailleurs dans certains de ses articles qu'il faut procéder à des certifications diverses et variées, également sur les produits qui vont être mis en œuvre par rapport à la manipulation des données personnelles, sur les services, etc. Donc de toute façon, c'est quand même écrit hein, quelque part que la certification est importante dans le RGPD. Et puis également, ben, en France, vous avez les réglementations sur les HDS, hein, les hébergeurs de santé. Aujourd'hui, on leur demande d'être ISO 27001, d'être ISO 20000. Donc voilà, c'est aussi important. Il y a aussi de plus en plus de réglementations où c'est peut-être pas précisé de façon aussi directe, mais les contraintes, j'ai envie de dire, qui sont liées aux réglementations vous entraînent hein, à passer le pas de la certification de la mise en œuvre de l'ISO 27001, de l'ISO aussi 22301 pour la continuité. Donc effectivement, hein, on voit que bah, aujourd'hui, ce sont des sujets qui sont tellement importants, encore une fois, pour les enjeux d'entreprise que directement ou indirectement, de plus en plus de réglementations, législations entraînent hein, les entreprises à
vraiment considérer ces sujets-là de façon très très proche, hein, très très près. Voilà. Merci. Judy Kael. Je compléterai en disant qu'effectivement, au niveau RGPD, ce sont des obligations légales de la loi. Il faut être conforme au RGPD. Bon, ce n'est pas la loi d'être conforme et certifié 27001. Cependant, c'est un ensemble de bonnes pratiques qui permettent, comme on l'a déjà abordé tout à l'heure, voilà, d'avoir un niveau de sécurité correct. Voilà. Ce sont les bases minimum d'un niveau de sécurité d'un système de management de la sécurité de l'information. On a aussi l'ANSSI, par exemple, qui, en France, dispense des formations et des guides de bonnes pratiques, de bon usage, etc. Ça peut être que du complément. Ce n'est pas, comme je le disais juste à l'instant, voilà, ce n'est pas la loi. Maintenant, effectivement, et je suis complètement d'accord avec Michel, c'est que tout simplement, le système dans lequel évoluent les organisations ou les entreprises aujourd'hui leur impose de facto en fait de se mettre en conformité avec des éléments de la norme ISO 27001. Donc, ils ont déjà presque un pied dans la norme ISO 27001 et ils vont forcément s'adapter, ou du moins, s'ils veulent continuer d'obtenir les marchés ou les contrats, normalement, ils devraient continuer de se lancer dans cette norme. Maintenant, rien ne les y oblige, et c'est pour ça que je parlais tout à l'heure de compatibilité et de continuité de l'activité, de pérenniser les contrats, parce que voilà, vous n'êtes pas obligé d'être certifié ISO 27001. Maintenant, comme on vous le demande de plus en plus, Je pense un point assez important dans le futur, ciblé naturellement par cloud et en fait la sécurisation d'Internet, en fait ce sont les assurances. À ce niveau-là, de plus en plus avec le ransomware à ce niveau-là, pour le moment, la participation dans une assurance est assez simple, mais je pense, vu les frais des assurances à ce niveau-là et certainement après les accidents, je pense, sauf pour les lois et en fait les régulations, les assurances et les frais à ce niveau-là vont demander de plus en plus en fait d'implémenter un système de gestion pour avoir au minimum une sorte de preuve qu'en fait il y a un petit peu de gestion ou même un certain niveau de gestion. Donc même à ce niveau-là, comme on voit aussi pour l'assurance des voitures, l'assurance des maisons et tout ça, d'avoir une preuve de certaine maturité va diminuer ou augmenter en fait le prix d'une assurance à ce niveau-là. Donc je pense certainement dans le futur, vu les frais, ça va être aussi une autre évaluation et une évolution, je pense aussi, qui va être importante. Parce que c'est déjà le cas, il y a déjà des assurances dont je tairai le nom qui refusent de prendre en charge maintenant une victime de ransomware. Alors, je n'ai pas l'ensemble du pourquoi, du comment au niveau du contrat, mais il y a forte probabilité que ce soit parce qu'il n'y a pas eu de gestion de mise en place derrière, gestion des risques, gestion d'un SMSI, et que voilà, l'assurance en question refuse d'indemniser suite à un ransomware. Merci beaucoup. Donc, si vous n'avez pas d'autres commentaires, d'autres ajouts, donc je prends les questions de l'audience. Donc, première question, c'est quand prévoyez-vous la publication de la nouvelle version de la norme ISO 27001 et 27002? Est-ce qu'il y a une date estimée? Fin d'année, début de l'année prochaine, donc il n'y a pas une date déjà spécifiée. Je dois la rechercher, mais c'est assez flou pour le moment. Donc, c'est une procédure assez longue et vu en fait que la décision de comment faire l'approche pour l'expiration de anciens standards et est-ce qu'on va le faire ou pas, c'est une discussion assez importante qui ne facilite pas en fait la publication de standards à ce niveau-là. Une autre question qui est un peu précise. Donc, quelles sont les exigences qui disparaissent pour passer de 114 à 96 contrôles de l'annexe A, bien sûr? Donc, en fait, il y a une table de comparaison en fait dans l'ISO 272. Donc, je dois l'ouvrir et voir, mais en fait, naturellement, le point assez important, c'était exactement les nouveaux mesures à ce niveau-là. Si tu me donnes une petite minute, je peux le rechercher puis voir qu'est-ce qui va disparaître, mais je pense pas. Il y a beaucoup de choses qui vont être enlevées.
Il y avait un point assez important, par exemple, aussi dans le nouveau standard qui était assez bizarre, que c'était, par exemple, on avait déjà le change management. Michel parlait déjà du ITIL ou ISO 20000. Mais par exemple, maintenant, on a le configuration management, change management. Donc, capacity management était déjà là, change management était déjà là, mais maintenant, on a ajouté explicitement le configuration management, en fait, pour faire le suivi exact du ITIL. Il y a le threat intel aussi, je pense. Je ne sais pas si vous avez. Oui, threat intel et cloud security, donc le secure by design, donc en fait le secure coding. Et en fait, il y a plusieurs points aussi explicitement délivrés par le RGPD. Disons que par exemple le data masking, information deletion, donc le data leakage prevention. Donc il y a plein des points naturellement qui sont en fait se sont tirés directement du RGPD. Je dois dire que PECB a fait une petite synthèse là, des évolutions de la 27002. Donc, tout le monde peut se connecter, chercher sur Google. Hein, vous verrez, il y a un petit document de PECB qui a été mis en ligne récemment et qui présente justement, fait bien une synthèse vraiment des différences là. Donc, qui se retrouve facilement sur Internet avec les sites de PECB. Pour tout le monde, ouvert au public, naturellement. D'accord, donc pour clôture et comme conclusion, donc qu'est-ce que vous avez des commentaires? Michel, je commence par toi. Je pense que commentaire, on a bien balayé un petit peu l'ensemble. Donc ISO 27001, oui, hein, toujours très important. Mais comme bien précisé Julie Kael, ISO 27001, c'est une très très bonne base de quoi? D'exigences à mettre en œuvre, hein, à comprendre, et encore une fois, bien comprendre aussi la norme, les articles autres que l'annexe, bien comprendre cela, et c'est une base, effectivement, et c'est une base qui doit être mise en œuvre avec du comment, en s'appuyant peut-être effectivement beaucoup plus sur des bonnes gestions de projet, sur d'autres bonnes pratiques, et ISO 27001 qui peut être complété si vous êtes dans un environnement qui traite beaucoup de données personnelles par le RGPD d'une part, et puis aussi d'autre part, ça peut vous aider par ce complément de l'ISO 27701 qui vous donnera aussi donc des bonnes bases pour cette notion de privacy by design et tous ces aspects-là. Judy Kael. Tout à fait, voilà, je pense qu'on a un peu balayé le spectre de la norme ISO 27001 et de son avenir. Voilà, comme on en a parlé, selon moi, ça va vraiment être la base nécessaire pour pouvoir garantir un minimum de protection des informations, et que ça va bien évidemment en complément avec toutes les autres normes de la famille 2700, hein, ou même 27 tout court, et d'autres compléments, comme là je parlais de la 27005, hein, la Malucaris, Michel parlait de la 27701. Voilà, il va y avoir, je pense, une complémentarité. De toute façon, en manière de sécurité, il y a toujours de la complémentarité. Hein, c'est pas telle norme vaut mieux qu'une autre. Maintenant, c'est vrai que la 27001 est reconnue pour prendre en charge et mesurer le système de management vraiment de la sécurité de l'information dans sa généralité, dans son intégralité, du moins de prendre beaucoup de points, d'aspects qui, s'ils sont pris et mis en œuvre dès la conception, dès le début d'un SI, ou même simplement le système de management de l'information, parce qu'il y a du périmétrique, hein, il y a vraiment, c'est une gestion de procédure. Si ces procédures sont déjà établies, elles vont pouvoir être suivies et selon l'évolution et dans le temps. Et voilà, ça va être, je pense, non seulement le démarrage, mais la clé de la sécurité de l'information et son avenir. Merci beaucoup. Peter?
Premièrement, pour répondre à la question, quelle en fait mesure en fait est enlevée de ISO 271 ou en fait le 272, il n'y a que un. Et c'était de 11.2.5, c'est en fait en anglais le removal of assets, et en fait c'était déjà un duplicat parce qu'il y a des autres mesures pour enlever des assets, donc qui sont déjà traités quelque part d'autres. Donc sauf que ça, en fait, il n'y a pas beaucoup de choses qui ont été enlevées, donc une redirection, régestion de certaines choses à ce niveau-là. Pour moi, le point final de ISO 271, c'est en fait, c'est pas en fait les détails de ISO 271 ou 272 ou les autres standards, parce que ISO est en train en fait d'ajouter des autres normes assez importantes, disons aussi le 2900, donc privacy, comme Michel a déjà attribué ou a expliqué à ce niveau-là. Je pense les normes secondaires, les normes de support vont être de plus en plus importantes. Et exactement, l'ISO, par exemple, le 2735, l'incident management, le disaster recovery, en fait, ce sont des normes supplémentaires qui sont de plus en plus importantes pour faire marcher tous les systèmes. Et je pense certainement pour gérer les responsabilités, en fait, aussi le support de ISO 29, donc privacy management, les détails comme par exemple comment gérer votre site web, qu'est-ce qu'on doit mettre par exemple dans le privacy notice et tout ça, sont pas nécessairement attribués ou discutés dans le 27 séries. Donc, payez attention en fait avec les normes supplémentaires qui vont augmenter la valeur de ISO 27. Merci beaucoup. Et pour ma part, en fait, quand je parle de security by design, donc la première chose dont je pense à quoi? Donc, je pense à l'humain dès le début. Donc, en fait, pour faire la sécurité de la conception, donc, il faut bien former déjà le personnel avant tout, avant de passer à tout ce qui est technique, tout ce qui est organisationnel. Donc, voilà. Donc, si vous n'avez pas de commentaires, donc, je vous remercie, Judicaël, Michel, Peter. Je remercie l'audience d'avoir assisté et j'espère pouvoir vous voir dans un prochain webinaire ou conférence. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci, BCB. À bientôt.